Voilà, donc c'est fait. Voilà. Donc la technique, elle nous a rattrapés. Et donc, dans le cadre, rappelez rapidement la filière automobile française et mobilité. Donc, c'est une des 18 filières industrielles, donc pilotée dans le cadre du Conseil national de l'industrie. Notre rôle, c'est de consolider et développer les acteurs industriels de l'automobile et du transport routier en France, et donc d'apporter le maximum d'informations afin que chacun puisse établir ses stratégies et être en croissance. L'industrie automobile, ça représente à peu près 4000 entreprises. Dans les 4000 entreprises, bien sûr, vous avez des grands groupes, donc les deux constructeurs PSA et Renault, mais aussi 4 équipementiers français majeurs comme Valeo, Faurecia, Plastic Omnium et Michelin, et un ensemble de plus de 4000 entreprises représentées à travers des fédérations et qui sont souvent adhérents pour les petites structures à des pôles de compétitivité. Au total, ça représente 400 000 emplois, 6 milliards d'euros d'investissement annuel, et la filière automobile est la première filière dépositaire de brevets, donc très très riche en termes d'innovation. Ce qui est important au niveau de la mobilité, c'est qu'on a signé un contrat stratégique de filière le 22 mai 2018 et que cet objectif, c'était un objectif avec 2 axes majeurs au niveau de la recherche, être acteur de la transition énergétique et écologique. Et comme vous le savez aujourd'hui, l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et l'accompagnement au niveau européen de ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, est un des points fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre les émissions pour permettre une meilleure qualité de l'air. Le deuxième sujet, c'est créer l'écosystème du véhicule autonome et connecté. Et c'est important, c'est des technologies nouvelles sur lesquelles on doit travailler et sur lesquelles on reviendra et qui ont été en partie une des points les plus importants en fait vus à l'occasion du CES de Las Vegas. La filière automobile anime une dynamique de l'innovation avec des sujets que vous retrouvez sur le site de la PFA, donc des positions techniques de filière, des roadmaps et des verrous à lever. Ces verrous à lever, on les a exprimés à travers des besoins d'innovation que vous retrouvez sur le site. Et grâce à Innovev, à travers une plateforme d'innovation, il y a la possibilité pour l'ensemble des autres entreprises de proposer des solutions qui répondraient aux verrous technologiques qu'on a identifiés de telle façon à pouvoir faire avancer et aller progresser en fait vers les différents sujets. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on anime énormément les sujets à travers à la fois les pitchs. Donc, depuis 2016, on en a fait plus de 8. On est présent, bien sûr, au mondial de l'automobile. Hein. La PFA, maintenant, est propriétaire en fait, du Paris Motor Show. Et donc, on a mis en place ces webinaires en 2019. Et donc, on est, si je ne me trompe pas, je crois, au 7e ou au 8e. Et on aura d'autres qui vont suivre. Pour information, on aura un événement important à confirmer, bien sûr, parce qu'on est dans une phase où le coronavirus a tendance à annuler beaucoup d'événements, mais pour l'instant, au niveau de septembre et octobre, il n'y a pas de problématique. Un événement important qui s'appelle le Paris Motion Festival, qui reprend en fait le Paris Motor Show et d'autres activités. Et au sein de ce Paris Motion Festival, il y aura ce qu'on appelle Moving on Paris, donc un salon de la mobilité et de la mobilité et de l'automobile, qui permettra en fait de faire un concours d'innovation pour les différentes entités. Donc, il est très important que sur des thématiques importantes, vous puissiez nous faire des propositions. Donc, aujourd'hui, ce webinaire va être centré sur les 2 thématiques importantes que sont la sécurité et les ADAS véhicules autonomes, la connectivité et la mobilité intuitive. Comme vous le savez, c'est ce qu'on retrouve le plus en interface avec les problèmes d'électronique et de consumer electronics, comme on l'a vu au CES de Las Vegas. Donc, j'ai eu la chance, moi, de pouvoir y rester une semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire globalement avant que Stéphanie et Jamel puissent rentrer dans le détail? Les premiers retours, en fait, c'est qu'on est dans une continuité. Comme je l'ai dit, le CES 2020, en fait, est dans la continuité du CES 2018 et 2019, et il y a une bonne continuité par rapport aux différentes éditions, en particulier pour la place que prend l'industrie automobile, qui est maintenant une place réelle, avec des stands dédiés et une visibilité de l'automobile relativement forte dans ce salon. Ce salon prend beaucoup d'importance parce qu'il y a des constructeurs qui en font des annonces et qui permettent de mettre des concepts cars. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de refaire, entre guillemets, de renouveler les salons historiques. On n'a pas eu Genève cette année, mais on voit bien, comme je l'ai dit, la notion de Paris Motion Festival avec plusieurs événements et pas simplement un événement B2C, mais aussi des événements B2B, des événements de communication et autres,
fait qu'on va repenser les salons historiques automobiles de telle façon à s'agréger en fait la possibilité d'intégrer l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. Aujourd'hui, au niveau des domaines d'innovation majeurs, on n'en a pas vu des complètement disruptifs, parce que c'était dans la continuité de ce qu'on connaissait de la mobilité, du véhicule autonome, du véhicule connecté. Mais par contre, il y a eu beaucoup de nouvelles présentations, on pourra le voir. L'affluence des startups françaises sur le pavillon de la Franche Tech était moins importante que les années précédentes, mais de meilleure qualité. Je ne sais pas si tu as le même chiffre, on avait à peu près 280 startups, hein, donc quelque chose qui tournait. Alors que l'année dernière, on était 370 à s'être déplacés en fait à Las Vegas. Donc on va confirmer les grandes tendances de la sécurité, les nouvelles tendances par rapport aux véhicules autonomes avec beaucoup de lidar et autres, les tendances d'électrification. Tous les modèles qui ont été proposés étaient zéro émission, des tendances de connectivité, de numérisation, d'électronique embarquée et de bien-être à bord. Donc, ce qui est important, c'est qu'on fait des pitchs start-up et des webinars, comme je dis, avec les pôles de compétitivité. Et donc, sont régulièrement impliqués les 4 pôles de compétitivité qui sont Moveo, Pôle, Véhicules du futur, Cara et ID4Car, et qu'alternativement, ils organisent en fait ces webinars qu'on fait de façon mensuelle. Ce mois-ci, comme on n'avait pas fait en février, on en a fait 2. Donc, il y en aura un la semaine prochaine, qui sera le prochain événement le 19 mars, sur le process industriel et assemblage. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, je vous invite à vous y connecter. De la même façon, comme je dis, pour tout ce qui est innovation, vous avez une plateforme dédiée, hein, la plateforme sous pilotage de Innovev, hein, donc vous vous retrouvez à www.innovev.com. Donc n'hésitez pas non plus à faire des propositions d'innovation. Donc je passe la parole après cette introduction à Jamel. Avant de continuer, s'il vous plaît, on ne voit rien à l'écran. Allô? Oui, oui. Oui, je disais, on ne voit rien à l'écran, tout le monde vous met des messages que la présentation n'est absolument pas visible. D'accord. Alors, est-ce que vous la voyez là maintenant? Oui, c'est bon. Oui. Parfait, donc on va continuer. Bonjour à tous, merci Jean-Luc pour cette introduction. Je pense dans tous les cas que Geoffroy fera parvenir les présentations qui vont être présentées pendant ce webinaire. Donc vous retrouverez la présentation de Jean-Luc que vous n'avez pas pu voir jusqu'à présent. Alors je suis donc Jamel Taganza, vice-président de la société Innovev, et je vais vous toucher quelques mots de ce qu'est Innovev pour ceux qui ne connaissent pas Innovev. Et la présentation technique sera faite par ma collègue et experte leader, Stéphanie Schlifsky. Alors, Innovev, qui nous sommes, de mots, Innovev aide ses clients et l'industrie automobile à développer leur business au-delà de leur cercle habituel de contact. Donc, pour cela, on s'appuie en fait sur 2 principes. L'un qui est, pour développer son business, il faut mieux connaître son marché, mieux connaître l'industrie automobile. Et pour l'autre pilier, qui est de mieux promouvoir, mieux faire connaître ses produits et ses innovations. Innovev est une société qui est dédiée à 100% à l'industrie automobile. On ne travaille pas pour d'autres industries. Nous sommes des gens de l'industrie automobile. Nous travaillons pour l'ensemble de la chaîne des fournisseurs, donc des constructeurs jusqu'à l'ensemble de la chaîne des fournisseurs, de l'équipementier de rang 1 jusqu'aux fournisseurs de matériaux, et pour toute taille et type d'entreprise, de la start-up jusqu'aux grands groupes internationaux. Alors, ces 2 piliers, donc d'une meilleure connaissance du marché et une meilleure promotion des produits et innovations, passent chez nous par 2 services. Donc, le service Data and Analysis. Donc, Innovev systématiquement collecte, traite et analyse les données relatives à l'évolution des marchés automobiles et à l'évolution de la production automobile. Donc, en somme, on collecte les données de vente et d'immatriculation, on les transforme en données de production et on détaille ces informations par modèle, par usine, par moteur, et avec un ensemble d'analyses qui supportent ces données. Alors, ça couvre aussi les technologies, puisque c'est le propos de ce webinaire, c'est que Innovev collecte les données aussi relatives aux technologies, les analyse, les traite et les analyse.
Pour la partie promotion des innovations, Innovev supporte les entreprises en amenant les entreprises qui souhaitent promouvoir leurs innovations au-delà de leur cercle de contact sur les marchés qu'elles souhaitent cibler. Donc, Innovev a une base très forte mondiale, puisque nous sommes une entreprise mondiale, avec en premier niveau une base européenne et asiatique, puisque nous sommes présents non seulement en France, notre base première, en Allemagne, en Chine et au Japon. Et dans un second niveau, nous sommes présents aussi en Corée du Sud et aux États-Unis. Ces deux services, en collaboration avec la PFA et les pôles de compétitivité en France, se traduisent par deux prestations qui sont proposées aux membres de ces pôles de compétitivité ou ARIA. L'un qui est la fourniture de données et analyses sur le marché automobile. Donc vous, en tant qu'entreprise membre d'un pôle de compétitivité ou d'une ARIA ou d'une entreprise membre de la PFA, vous pouvez d'ores et déjà, dès aujourd'hui, avoir accès à des données sur la production en Europe, détaillées par moteur, par modèle et par usine. Et ces informations sont accessibles gratuitement pour les membres des pôles de compétitivité ARIA et PFA, puisqu'elles sont en fait financées et supportées par la PFA en premier lieu. Donc, l'adresse qui figure sur votre écran et qui sera diffusée par la suite par Geoffroy, je vous invite à vous rendre à cette adresse, à vous connecter, à vous inscrire et à télécharger les données de production avec les forecasts jusqu'en 2023. C'est un fichier Excel que vous pouvez télécharger 3 fois par an avec 3 mises à jour par an. En complément de ce fichier qui est, je le répète, totalement gratuit, vous pouvez avoir accès à un ensemble d'analyses, près de 2500 analyses qui couvrent l'ensemble du marché mondial et l'industrie mondiale. Donc, des sujets tels que l'ouverture ou la fermeture d'usines, le transfert de modèles d'une usine à une autre, le lancement de nouveaux modèles, l'évolution des marchés automobiles. Tous ces sujets-là et d'autres sont traités dans les analyses qui sont disponibles à un tarif préférentiel de 800 € par an et par personne. Pour la partie promotion des innovations, Jean-Luc en a touché quelques mots. Je vous invite plus précisément à vous rendre à l'adresse qui figure sur votre écran ou sur le site de la PFA pour pouvoir proposer vos innovations à l'ensemble des têtes de filière. Alors, ce qu'on appelle les têtes de filière, ce sont les grandes entreprises françaises, donc les grands groupes PSA, Renault, Forestia, Plastic Omnium, Michelin et Valeo. Vous pouvez proposer gratuitement vos innovations, répondre aux besoins qui sont affichés sur cette plateforme et qui ont été exprimés par les têtes de filière. Donc, consulter ces besoins, y répondre gratuitement et dans le cas où les besoins qui ont été exprimés ne correspondent pas à vos propositions d'innovation, vous pouvez néanmoins proposer des innovations, ce que l'on appelle des innovations libres. Alors, le sujet de ce webinaire, concrètement et précisément, concerne donc les innovations électroniques dans le véhicule du futur. La présentation qui va suivre par ma collègue Stéphanie s'appuie en fait sur une étude complète qui a été réalisée par Innovev sur les innovations donc, dans le domaine de l'électronique et plus précisément sur les innovations qui ont été présentées au cours du CES Las Vegas de 2020. Donc, à ce titre, nous nous sommes rendus de ce salon et nous avons analysé et rencontré l'ensemble des innovations proposées et des sociétés qui proposaient ces innovations. Et nous en avons tiré un rapport de près de plus de 100 pages où 20, ce qu'on appelle vehicles manufacturers, puisqu'il n'y a pas que des constructeurs automobiles, il y a aussi des constructeurs de camions, mais aussi des constructeurs de pods, donc de véhicules roulants, mais qui ne sont ni des voitures ni des camions. Plus de 80 fournisseurs de solutions ont été analysés au sein de ce rapport, qui est très détaillé et très instructif. Donc ici, vous pouvez le voir sur votre écran, les différents sujets qui ont été analysés dans ce rapport. Donc les sujets typiques du CES Las Vegas et des innovations électroniques, donc des fonctions ADAS jusqu'à l'aboutissement du véhicule autonome, du bien-être à bord et des fonctions à bord du véhicule, jusqu'au développement des fuel cells. Ce rapport est vendu par Innovev pour un prix de 2 000 € et pour ce prix-là, vous pouvez avoir accès non seulement au rapport de 2020 et au rapport de 2019 dont les innovations sont toujours valables et en cours de développement pour un certain nombre.
Donc, au total, vous avez accès en fait, à un rapport de plus de 200 pages qui vous donne une vue complète sur les innovations électroniques dans le milieu du futur. Donc, je donne à présent la parole à Stéphanie qui va vous détailler et vous donner quelques tendances sur le développement de ces innovations dans l'automobile et se focaliser sur un certain nombre de points qui se trouvent relevant. Voilà, merci Jamel pour cette introduction. Donc, ça fait maintenant 18 ans que je travaille dans l'automobile et cette année, c'était le 9e année que je suis allée au CES à Las Vegas. Et je peux vous dire que depuis ces 9 années, ça s'est beaucoup évolué. Donc, au début, l'automobile était assez petit. Alors là, on ne voit plus la présentation du coup. Mais je continue à parler, mais si on pouvait remettre la présentation, ça aiderait. Donc, ça s'est beaucoup évolué. Donc, ces dernières années, l'automobile au CES a pris 20% de la surface d'exposition au CES. Et puis, ils ont annoncé que l'année prochaine, donc 2021, ils sont en train de construire une halle qui sera rajoutée au centre d'exposition à Las Vegas. Et cette halle sera dédiée que pour l'automobile. Donc, ça veut dire ça a quand même pris une grande place, comme avant le multimédia, qui ont une halle pour eux. Alors ça va être le cas aussi pour l'automobile. Cette année, on a trouvé la présentation des véhicules en pré-série. Là, il y en a quelques-uns que j'ai listés. Donc, il y a le Byton qui va avoir son start of production en 2020. Avec un début en Chine. Fisker s'est présenté avec sa voiture, mais là, ça sera début de la production 2021 avec un début go-to-market aux États-Unis. Après, Chrysler a proposé des véhicules battery electric, donc ça sera déjà disponible en 2020, donc cette année. Et puis aussi, Nissan a proposé le Ariya, qui va entrer en production en 2021. Ce qui était intéressant, c'était malgré les difficultés financières que Faraday Future a subies les dernières années, ils se sont représentés pas sur un stand, mais à l'extérieur du centre d'exposition, près d'un hôtel. Et eux, ils planifient quand même encore d'entrer en série fin de cette année, donc fin 2020. Mais ils vont entrer en petite série. Évidemment, à côté de ces véhicules qui vont bientôt entrer en série, on a vu aussi des concept cars des différentes OEM. Et puis, comme Jamel a déjà mentionné, des POTS, donc ça veut dire on va avoir une autre image plus tard, donc des sortes de bus qui peuvent être partagés ou qui peuvent être utilisés pour partager pour se déplacer avec plusieurs personnes en même temps. Donc, les highlights, donc les sujets importants cette année, c'était d'un côté la durabilité. Donc, je vais en dire pour chaque de ces highlights un peu plus dans un instant. Après, évidemment, pour préparer le L2+ driving, mais aussi bien les niveaux d'autonomie supérieurs, donc L3 à L5, il y avait beaucoup de capteurs et je trouvais très remarquablement aussi beaucoup de fournisseurs de LiDAR qui se sont présentés lors du CES. Évidemment, autonomous driving, c'était un sujet. Mais aussi le L2+, et là, il y a quand même un changement dans le timing qu'on peut observer, et j'en dis un peu plus dans un instant. Et puis aussi pour l'intérieur, comme déjà évoqué, il y avait aussi des tendances qui se sont révélées lors du CES. Voilà, next slide, please. Jamel, next, please. Voilà.
Donc, comme chaque année, il y a des keynote speeches qui ont lieu lors du CES où les représentants des entreprises disent les messages qui leur paraissent les plus importants. Et cette année, pour l'automobile, c'était de Daimler, le CEO Ola Källenius, qui a donné quelques highlights sur ce qu'il prévoit de réaliser dans les prochaines années chez Daimler au niveau mondial. Donc, alors déjà, la production, aussi bien que les véhicules eux-mêmes, ils prévoient qu'ils sont neutres au niveau du carbone jusqu'à 2030. Alors, et puis là, à mon avis, le message est très important pour si on a des fournisseurs en ligne ici, parce que pas seulement que Daimler veut implémenter eux-mêmes une durabilité dans leur production, mais ils veulent certainement aussi demander les fournisseurs à réaliser des actions pareilles pour avoir aussi une durabilité dans leur propre production et la production de leurs fournisseurs. Et à mon avis, ça pourrait devenir un critère de choix de fournisseurs dans un certain temps, comme on le voit par exemple aujourd'hui déjà aux US pour le minority owned business. Ça, on pourrait voir aussi pour la durabilité des fournisseurs dans leur processus de production. Alors, Daimler, dans ce cas-là, il prévoit de baisser de plus de 30% de la consommation de l'eau, de plus de 40% de la consommation de l'énergie, et puis de baisser le waste de plus de 40% dans leur production. Et puis aujourd'hui déjà, tous les Mercedes sont recyclables de 95%. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que Daimler est en train de développer ensemble avec IBM une batterie qui sera à 100% recyclable, donc voilà, recyclable. Ce qui est un message aussi très important parce qu'aujourd'hui, évidemment, le problème avec le battery electric, c'est que les batteries, donc, quand ils ne sont plus utilisés, ça pollue beaucoup. Donc déjà dans la production, mais aussi après quand ils ne sont plus utilisés. Autres fournisseurs ou autres constructeurs qui ont clairement adressé le sujet de durabilité sont Toyota, BMW, Audi, Fisker, Faurecia et Microsoft, soit parce qu'ils ont utilisé eux-mêmes déjà des matériaux qui sont recyclés dans leurs véhicules, soit parce qu'ils ont fait des achats de bois ou autres pour l'intérieur de leurs véhicules qui viennent des plantations contrôlées. Parlant de Toyota dans ce cadre-là, ce que vous voyez déjà, c'était un grand wow effect lors du CES. C'est Toyota. Ils vont construire ce qu'ils appellent le Wofen City au Japon. Donc, c'est un ancien site de production près du mont Fuji, où ils prévoient de construire une ville sur ce site de production pour 2000 personnes qui vont habiter là-bas. Et qui sera complètement... donc, l'énergie viendra complètement soit des panels solaires, soit de l'hydrogène. Aussi, il prévoit plusieurs manières de se déplacer au sein de ce village, donc soit évidemment à pied, soit avec des trottinettes ou des vélos, ou soit vraiment en véhicule, mais de nouveau, ce sont des pods qui sont drivés par l'hydrogène. La ville devrait devrait se suffire soi-même, donc ça veut dire toute l'énergie est créée par la ville même, donc il ne prévoit pas d'avoir de l'énergie qui vient de l'extérieur pour soutenir les habitants, la production et tout ce qui sera là-dedans. Et aussi, il essaye d'utiliser des robots qui vont aider, par exemple, les habitants à la maison, où par exemple, le frigo sera chargé automatiquement sans que la personne doit aller faire des courses ou même charger son frigo. Donc, c'est un essai avec un architecte danois. Et puis, la construction commencera en janvier 2021.
Donc, ça veut dire c'est réaliste, ça va se faire. Et puis, on verra cette ville en vie dans les prochains 1 ou 2 ans, enfin 2 ou 3 ans, avec des habitants sur place. Et tout le monde est invité pour habiter là-bas, hein, parce que c'est vraiment un essai. Et puis, ils ont demandé les scientifiques de venir et de faire part ou participer à cette expérience. Voilà, next slide, please. Jamel. Next, please. Bon, alors je ne vois pas le prochain transparent. Je continue à parler. Comme je l'ai déjà dit, donc là on ne voit plus les transparents, d'ailleurs je le dis juste. Donc comme je l'ai déjà dit, lors du CES, il y avait pas mal d'entreprises, de fournisseurs de capteurs et aussi surtout de capteurs LiDAR. Dans l'étude que nous avons fait, il y a un benchmark, un tableau de benchmark qui compare techniquement 22 LiDAR différentes pour avoir une comparaison ce qui est sur le marché. Donc d'ailleurs, je ne vois pas encore des transparents là. Il faudrait peut-être remettre les transparents, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut dire, malgré tous ces fournisseurs qui se sont présentés lors du CES, il n'y a que 1 ou 2 qui sont vraiment prêts à fournir en série, mais c'est tout. Donc, tout le reste est soit tout au début de leur développement, soit ils sont en A ou B sample, mais pas encore prêts à fournir vraiment en série pour l'automobile. Les prix, alors il faut dire, l'objectif des prix, grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on voit, ça aussi, les prix par fournisseur, par LiDAR sont inclus dans cette table de benchmark sur les 22 fournisseurs. On peut dire, grosso modo, on peut dire c'est $1000 ou moins, mais c'est encore plus détaillé dans l'étude. Ce que je trouvais très intéressant, c'est l'entreprise Paraha. J'en ai jamais entendu parler avant. Ils se sont présentés pour la première fois aussi au CES. C'est en fait une entreprise australienne qui sont venus avec une technologie qui est aujourd'hui pas présente au niveau du LiDAR. Et puis, eux, ils utilisent une technologie qui vient de l'industrie télécommunication. Donc, ça veut dire c'est vraiment une innovation, c'est une autre approche. C'est quand même solid state, mais c'est vraiment nouveau. Ce que j'aimerais bien évoquer ici, c'est une présentation que je trouvais très, très intéressante. C'est une présentation dont on a aussi pas mal de détails dans l'étude. C'est la présentation de Mobileye. En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un prix supplémentaire pour la conduite autonome de 10 à 15 000 $. Par contre, Mobileye a présenté une solution seulement basée sur des caméras et aussi avec des possibilités au moins ils sont en train de développer une possibilité de baisser le taux d'erreur fait par des caméras pour que la qualité sera pareille aux capteurs qu'on a l'habitude de voir dans des véhicules autonomes. Donc, leur objectif, c'est d'utiliser que des caméras, plus une ECU qui sont en train de développer et qui soit déployée en 2023, avec l'objectif d'entrer en série en 2023 pour un prix supplémentaire de la conduite autonome de 5 000 $ seulement. Et ça, je trouve très intéressant et très remarquable. Et à mon avis, c'est un point qu'il faudrait quand même examiner. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un ici en ligne qui fait des capteurs pour voir quelle pourrait être la possibilité, respectivement la cannibalisation, à travers des caméras, des capteurs qui sont aujourd'hui utilisés pour l'autonomie. Donc ça, c'était très impressionnant ce qu'ils ont présenté.
dans ce cadre-là, j'aimerais quand même aussi dire une autre chose. Comme je viens de dire, donc aujourd'hui, un prix supplémentaire de 10 à 15 000 $ peut être estimé pour la conduite autonome. Et ceci mène évidemment au fait que si nous, comme privé, on achète aujourd'hui un véhicule autonome, la majorité ne va pas être prêt à payer 10 à 15 000 $ en supplément pour la fonctionnalité d'autonomie. Donc, ceci mène au fait que tout le timing sur l'autonomie, évidemment aujourd'hui pas encadré par un cadre juridique, parce que ça, c'est évidemment un roadblock, donc on ne peut pas mettre sur la route facilement aujourd'hui des véhicules autonomes. Mais à part ça, le prix va être certainement aussi un bloqueur pour faire le roll-out, donc pour mettre sur la route ou pour vendre aujourd'hui des véhicules complètement autonomes au privé. Donc, quelle est la conséquence? Donc, la conséquence, c'est que d'un côté, on croit aujourd'hui l'autonomie va d'abord arriver, donc autonomie, là on parle évidemment de L4, va arriver aujourd'hui surtout dans les véhicules commerciaux. Donc ça veut dire d'un côté des poids lourds qui avaient été aussi présentés lors du CES. Donc il y a des poids lourds qui ont par exemple traversé toutes les États-Unis dans l'autonomie, donc avec une conduite autonome, pour prouver que ça marche, avec différentes aussi avec un temps qui variait de soleil à la neige, à la pluie, etc. Et de l'autre côté, comme véhicule commercial, on prévoit aussi de voir une sorte de bus ou de pod, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire des véhicules qui transportent plusieurs personnes, mais qui ne sont pas en propriété d'une personne privée, mais plutôt soit d'un transporteur, évidemment, pour les poids lourds, ou d'une commune ou d'un opérateur qui opère ces bus autonomes. Ceci dit, ça veut dire, là, maintenant, on va plutôt entrer avec une autonomie L2+, en série d'abord, et c'est là où tout le monde, ou la majorité, je dirais, mais on pourrait carrément dire tout le monde focalise en ce moment. Qu'est-ce que c'est L2+? Ça veut dire vous avez les véhicules équipés avec des capteurs. Par contre, vous conduisez d'une manière manuelle, mais l'objectif, c'est clairement d'implémenter 0 accident. Ça veut dire même si vous conduisez manuellement, l'objectif, c'est utiliser les capteurs qui sont, par exemple, aussi utilisables pour L3 ou aussi pour L4, la conduite L3 ou L4, mais lorsque vous conduisez d'une manière autonome, là, vous êtes aussi protégé par exemple, des manœuvres comme freiner, comme accélération si jamais quelque chose vient du derrière et puis le système reconnaît que vous êtes mis en danger, ou même par des manœuvres où le volant va automatiquement conduire autour d'un obstacle, par exemple. Donc ça, c'est l'objectif. Et une des entreprises qui a présenté ça lors du CES, c'est l'entreprise ZF de l'Allemagne, qui disent par exemple un coût supplémentaire sera 1 000 $ pour une telle fonctionnalité. Et ça, c'est plutôt un prix que les gens sont prêts à payer pour une telle fonctionnalité pour leur véhicule privé. Voilà, next, please. Voilà, ça, c'est pour illustrer un tel POT qui avait été présenté lors du CES, donc c'est le Hyundai M-Vision Concept. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce véhicule peut être conduit d'une manière manuelle, mais aussi autonome. En fait, il y a des cellules hydrogène avec et le véhicule peut conduire 3000 miles avec une charge d'hydrogène. L'idée ici, c'est dans ce cas-là que, par exemple, vous conduisez le matin au travail avec ce pote, et puis après, les autres peuvent appeler votre pote dans la journée pour l'utiliser à plusieurs ou
ou seuls, comme ils veulent, et ce pod va se déplacer donc d'une manière L5 à d'autres utilisateurs pour faire le pick-up, donc pour les prendre et les conduire à leur destination. Et le soir, quand vous sortez du bureau, il revient vers vous et vous pouvez rentrer à la maison. Donc ça, c'est l'idée. Ici, une remarque encore au niveau du fuel cell, donc de l'hydrogène, parce que souvent, c'est une discussion, est-ce que c'est maintenant plutôt la batterie ou est-ce que c'est plutôt l'hydrogène? Alors, ce qui est intéressant, lors du CES, donc c'est Hyundai et Hyundai Mobis qui ont présenté des fuel cells et aussi Nikola Motors avec leur poids lourd. Ils étaient sur place, ils ont aussi présenté leur poids lourd avec des fuel cells et aussi Faurecia qui, comme vous le savez certainement, a créé un joint venture avec Michelin pour des fuel cells l'année dernière et ils ont présenté aussi des technologies à utiliser dans ce cadre-là. Voilà, next. Alors, à part des déplacements sur Terre, alors il y avait de nouveau aussi le sujet de déplacement en air. Bell, qui a déjà présenté une drone au CES l'année dernière, a présenté cette année une drone complètement électrique. Voilà, c'est le Nexus 4EX que vous voyez, mais ils ont aussi des hybrides, donc une drone hybride, mais ça, ils n'ont pas présenté cette année. Ce qui est très intéressant, Hyundai aussi, pour la première fois au CES, ils ont présenté une drone et les deux, donc c'est-à-dire Bell et Hyundai, travaillent ensemble avec Uber Elevate sur ce sujet. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Bell, en même temps, ils ont aussi développé avec le ROS une plateforme Mobility as a Service, donc une MaaS, et ça permet d'un côté aux utilisateurs des drones de réserver leur vol ou, si on parle aussi de transport des biens, de réserver une drone pour transporter des biens, mais de l'autre côté, ce plateforme permet aussi aux opérateurs de regarder, par exemple, quelle est la charge de batterie et de gérer aussi où sont les drones et puis de les rappeler et faire des planifications de maintenance, etc. Comme vous savez, Uber aujourd'hui travaille surtout sur Mobility as a Service, donc sur des plateformes comme ça, et d'où moi, j'ose dire, à long terme, peut-être, ça va être intéressant avec qui Uber Elevate va rester. Est-ce que ça sera Bell, qui, dans ce cas-là, en quelque sorte, est déjà entré en compétition avec Uber, ou est-ce que ce sera Hyundai? Et avec ceci, j'ai encore une remarque, parce que Uber est assez pressé de mettre en série des drones maintenant, apparemment. Donc Hyundai, et puis aussi pour un prix assez intéressant. Et puis alors du coup, Hyundai a dit, bon, on va être rapide et pas cher, pendant que Bell, comme vous le savez, qui sont depuis des années produisent des hélicoptères, ils sont plutôt en train de dire, nous, on regarde qu'il y a vraiment tout fait pour la sécurité, qu'il n'y a pas des accidents, et puis on va prendre le temps nécessaire. Alors, nos drones, parce que j'ai posé la question à Bell, vont entrer en série à la fin des années 2020, donc c'est-à-dire en 2028-2029, c'est ça leur objectif en perspective. Voilà, next. Alors, regardons un peu aussi à l'intérieur du véhicule. Donc, ce qui est intéressant, il y avait pas mal de solutions pour le voice recognition. Pas mal de fournisseurs, enfin de tier ones qui ont présenté des solutions où on peut parler même dans sa langue maternelle et le système répond dans la langue dans laquelle elle est adressée, en sachant, bon, c'est limité évidemment, c'est pas toutes les langues, mais par exemple l'allemand, l'anglais, d'ailleurs aussi l'indien, etc. Donc ça marche aujourd'hui. Et puis aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes arrivent à même avec une spécification que l'utilisateur doit faire auparavant, de distinguer les différentes voix des personnes
et même de savoir où sont les personnes assises dans le véhicule. Et par exemple, si l'enfant dit au système de navigation, nous allons chez grand-maman, alors le système va quand même demander au conducteur, est-ce que c'est bien l'itinéraire qu'on va prendre pour être sûr que ça sera bien réglé. Donc ça veut dire avec ça aussi les droits d'accès sont réglementés dépendant de l'âge ou du rôle de la personne dans le véhicule. Voilà. Alors, ce que je trouvais très impressionnant, c'est cette année aussi les écrans qui avaient été montrés. Donc, il y avait vraiment des technologies qui sont neuves, donc qui arrivaient vraiment sur le marché. Et puis, je sais par exemple le sujet de l'écran black, donc ça veut dire quand l'écran est allumé, je ne peux pas le distinguer du bord noir autour. Et puis, quand il est éteint, je ne peux pas le distinguer du bord autour, ça devient une surface. C'était un grand problème jusqu'à maintenant. Et puis là, j'ai vu vraiment des écrans des différents fournisseurs qui sont vraiment black, donc ça veut dire c'est le même vernis, donc comme on dit le vernis de piano par exemple, glossy qui est autour, c'est aussi le même aspect de l'écran même. Donc ça, je trouve assez intéressant. Après, il y avait aussi des technologies des écrans transparents. Alors, par exemple, pour l'utilisation d'un sun visor, donc ça veut dire pour baisser et ne pas avoir le problème d'avoir le soleil dans les yeux, ou aussi sur cockpit, par exemple, que je peux regarder à travers l'écran quand j'en ai pas besoin. Mais quand je conduis d'une manière autonome, l'écran peut être utilisé comme écran parce que du coup, je ne dois plus regarder dehors. Alors, donc, des solutions comme ça avaient été aussi montrées. Ou même les vitres, évidemment, passagers ou sur le côté qui deviennent tout d'un coup un écran ou qui sont transparents quand j'en ai pas besoin en tant qu'écran. Au niveau du son, alors là aussi, assez intéressant. Donc, il y a des... donc là, vous voyez l'image de Continental Actuated Sound, mais il y a d'autres fournisseurs qui ont la même idée. C'est enlever les haut-parleurs de l'intérieur du véhicule et puis de faire vibrer des surfaces, par exemple dans le ARB pillar, dans les portes ou sous le toit. Ce qui apparemment, alors je ne l'ai pas testé, hein, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une qualité de son assez intéressante. Et en sachant aussi si du coup, enfin, c'est peut-être pas comme ça, mais juste pour vous donner l'extrême, donc si je laissais toutes les haut-parleurs et tout l'équipement tomber, je peux avoir un gain de poids de 40 kg. Ce qui est évidemment très important aujourd'hui si je regarde le range pour la batterie ou aussi la consommation de CO2. Et d'où certainement c'est des solutions qui vont aller plus loin à long terme, j'en suis persuadée. Après, il y a évidemment pour tout ce qui est car sharing, donc quand je suis avec d'autres personnes dans le véhicule, la partie sound bubble, donc ça veut dire je crée autour de chaque personne un son qui est vraiment seulement la personne qui est dans ce bubble, si on veut, peut entendre, mais pas l'entourage, pas les autres. Alors ça, j'ai vu, c'est beaucoup plus abouti maintenant. C'était encore très frais l'année dernière, mais là, il y a pas mal de travail qui a eu lieu. Et puis, du coup, ça, c'est beaucoup mieux cette année, ce qu'on peut voir. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on appelle le enforcement speaker. Donc, ça veut dire par exemple, aujourd'hui, quand je parle comme conducteur avec mes enfants derrière, je dois me tourner parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce que je dis. Alors justement, pour éviter que je me tourne, on a mis des microphones qui, en même temps quand je parle, renforcent le son et le mettent en arrière pour que mes enfants m'entendent à travers des haut-parleurs. Donc, ils entendent ce que je dis. Et puis, je ne dois plus me tourner. Ce qui est évidemment très bien pour la sécurité en termes de conducteur. Donc, et ça, j'ai testé,
c'est vraiment, on n'a aucun décalage entre la personne qui parle et l'arrivée du son, donc c'est assez bien fait, en fait. Voilà. Alors, next. En disant se tourner, donc ce qui est très important avec aussi en disant L2 plus driving, pour avoir une bonne solution et pour être en mesure de vraiment apporter la sécurité avec les différents capteurs à l'extérieur du véhicule, évidemment, il me faut aussi des capteurs à l'intérieur du véhicule parce que je dois savoir ce que le conducteur fait ou même qui est dans le véhicule et que font les autres. Donc, ça veut dire, grosso modo, les solutions L2+, sont une combinaison entre ce qui se passe autour du véhicule, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur du véhicule. Et là, vous avez évidemment toute la partie distraction, donc est-ce que la personne regarde son téléphone mobile ou regarde en arrière ou je ne sais pas quoi, mais aussi tout ce qui est, est-ce qu'elle s'endort, est-ce qu'elle est bien assise, et aussi évidemment quand on a un changement entre le manuel et l'autonome, donc en L3, est-ce que la personne a déjà le volant dans la main? Vu que les caméras sont assez chères, donc on essaie aujourd'hui de mettre un maximum de fonctionnalités dans les caméras, y inclut aussi les gestes et tout ça, ce qui pourrait à long terme, évidemment, influencer les autres interfaces aux machines dans le véhicule. Le plus on met dans les caméras qui vont, en tout cas, à mon avis, venir dans l'intérieur. Alors ça, il faut garder en tête pour ceux qui sont dans la partie interface aux machines. Dernière remarque, après j'ai fini. Ce qui est très important, parce que ça devient une norme en Europe, mais certainement aussi, donc c'est Euro NCAP qui l'a déjà établi, et certainement aussi aux États-Unis au niveau NHTSA, c'est aujourd'hui la reconnaissance si un enfant ou un bébé avait été laissé dans le véhicule. Alors là aussi, on a différentes technologies, on a les caméras, mais on a aussi le son. Et puis ça, j'ai testé par exemple chez Valeo, parce que s'il y a un bébé qui crie, le système réagit. Si nous, en tant qu'adultes, on fait semblant qu'il y a un bébé qui crie, le système reconnaît que c'est nous et puis il ne réagit pas. Et après, on reçoit une message sur le téléphone en disant, voilà, tu as laissé ton enfant dans le véhicule, va le chercher. Donc voilà, c'est ça un peu comment ça marche. Et en sachant ça, devient vraiment la loi et c'est chacun qui doit implémenter une telle solution. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, on a maintenant un peu de temps pour quelques questions, donc j'en ai noté quelques-unes. Alors, il y en a une qui mérite d'être précisée, je pense. Quelle distance de couverture pour les capteurs? Alors, j'imagine que ça dépend des capteurs. Est-ce que la personne pourrait préciser sa question, s'il vous plaît? Et donc, on va passer à la question suivante. Peut-on avoir le tableau comparatif des technologies LiDAR présenté au CES? Oui, c'est dans le rapport. On vous invite fortement à consulter ce rapport puisqu'il est vraiment détaillé. Vous avez déjà eu un aperçu avec Stéphanie. Mais le contenu du rapport est vraiment, notamment pour répondre à la question qui a été posée, très détaillé sur le tableau comparatif. Oui, et donc la question sur les capteurs s'adressait aux capteurs LiDAR. Donc, quelle distance de couverture pour les capteurs LiDAR? Ça veut dire en termes de mètres, combien de mètres je peux regarder ou c'est quoi le... Oui, j'imagine. Bon, ça dépend maintenant évidemment du capteur, donc ça peut être des detection range en mètres entre 15 mètres, mais jusqu'à 230 mètres. Donc, ça dépend maintenant beaucoup du capteur utilisé. Hein, parce que les applications, évidemment, ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il y a short range et long range. Donc,
Voilà, c'est tout un panoplie. Donc, je crois le plus long que je vois là maintenant, c'est 240 mètres. Alors, une autre question, est-ce que les caméras sont le meilleur outil pour détecter la présence d'occupants dans le véhicule et quelles seraient les autres options? Bon, alors, si c'est les meilleurs, alors disons, les caméras ont l'avantage que je vois vraiment ce que la personne fait. J'ai certaines, enfin aussi en termes de placement, parce que la position, comment est-ce que la personne est assise, joue aussi un rôle et peut être utilisée aussi pour, par exemple, le déploiement du airbag. Parce qu'aujourd'hui, on a des capteurs encore qui regardent ça, mais avec les caméras, ces capteurs ne sont plus dans le véhicule, par exemple. Après, je sais qu'il y a donc pour avoir, par exemple, le nombre de personnes dans le véhicule, il y a d'autres technologies. C'est plutôt je suis pas sûre exactement, c'est l'entreprise Vaya d'Israël qui utilise, il me paraît, du radar où on peut aussi voir le poids de la personne et la présence. Donc, ça veut dire, par exemple, là, si je regarde avec un capteur, s'il y a un bébé ou un enfant dans le véhicule, ça ne doit pas forcément être une caméra, je peux faire ça différemment. Mais il faut toujours regarder l'investissement et donc combien est-ce que me coûte le capteur ou la caméra et quelles sont les possibilités autres qu'une seule fonctionnalité que je peux avoir et puis voir quelle est ma valeur ajoutée qui peut être créée et par la suite se décider pour la technologie. Alors, une question pour Jamel, a priori. À qui s'adresse le site Innovev et quelles sont les opportunités? Innovev est une société qui est 100% privée, indépendante de Moveo, PFA et des autres pôles de compétitivité. Cependant, on est en partenariat, en coopération avec les différentes associations. Et donc, on propose des services qui sont gratuits dans le cadre de ce partenariat. Donc, je vous remets le slide qui précise ces services. Donc, on a deux types de services qui sont proposés. L'un qui vous permet d'avoir accès à de l'information, des données statistiques sur l'évolution de la production automobile en Europe en 2020 avec des forecasts jusqu'à 2023. Donc, vous pouvez avoir accès à des données statistiques sur la production en Europe par modèle, moteur et usine. Ça, c'est un service qui est totalement gratuit à partir du moment où vous êtes une entreprise membre d'un pôle de compétitivité, donc Moveo, Cara, ID4Car ou Véhicules du Futur, ou d'autres, ou d'une ARIA, ou d'une entreprise affiliée à la PFA, qui ont normalement fusionné. Jean-Luc me le précise. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter à l'adresse qui est affichée sur votre écran pour pouvoir avoir accès à ce fichier gratuitement. Ensuite, tout comme pour l'entreprise, donc on propose des services additionnels payants. Et dans ce cadre-là, notamment, vous pouvez avoir accès à une base de données de près de 2500 analyses sur l'évolution de la production automobile et sur les évolutions des marchés automobiles. Et c'est un accès qui est normalement réservé aux entreprises à 1 000 € par an. Mais dans le cadre, encore une fois, du partenariat avec la PFA et les autres clusters, on le propose à 800 € par an. Ça, c'est pour la partie connaissance. Pour la partie promotion des innovations, et donc là, j'insiste sur ce fait-là, donc c'est en partenariat, encore une fois, avec la PFA, on a recensé les besoins qui ont été exprimés par les têtes de filière, donc encore une fois, PSA, Europrono, Forestia, Plastic Omnium, Michelin et Valeo. Ces besoins sont identifiés et disponibles sur la plateforme qui est affichée sur l'écran. Vous pouvez les consulter gratuitement. Et pour pouvoir y répondre, c'est tout aussi gratuit. Il faut simplement vous inscrire sur ce site et répondre à la fiche besoin qui a été exprimée. Et je reprécise, si aucun des besoins ne correspond à une innovation ou une proposition que vous avez, vous pouvez néanmoins proposer votre innovation. Elle sera consultée par un groupe d'experts parmi les entreprises têtes de filière. Alors, on revient maintenant à une question pour Stéphanie, une question sur les business models liés à l'utilisation des drones. Est-ce que vous en avez qui ont été présentés?
Ouais, bon, le seul business model, c'est un peu ce que j'ai évoqué, c'est avec le Mobility as a Service plateforme, parce que, bon, à mon avis, ça sera ça. Hein. Donc, dans ce cas-là, comme mentionné, Bell vient de faire une plateforme eux-mêmes, pendant que j'imagine Hyundai, éventuellement, ils vont travailler avec Uber Elevate, qui, eux, ont aussi une plateforme. Donc, ça veut dire le business model, c'est vraiment, je dirais, le business model qu'on voit aujourd'hui chez Uber. C'est le Mobility as a Service, donc vraiment soit des personnes, soit des transports des biens, et puis avoir tout ce booking, cette application derrière qui gère. Donc, je crois les drones sont le moyen. Et puis là où on gagne de l'argent, c'est l'application qui permet de gérer la flotte aussi bien que les personnes qui sont censées de se déplacer ou qui veulent faire une booking. Donc, on a une question toujours sur ce sujet des drones et de business model. Quel est le coût au kilomètre par personne déplacée? Enfin, quelles sont les projections? Ouais, alors ça, je ne sais pas. Et je crois que c'est un peu tôt parce que, alors, j'ai jamais vu des chiffres là-dessus et je crois que ça dépend, encore une fois, Hyundai a dit qu'il essaye de faire un drone qui sera pas cher, donc accessible, et j'imagine que basé sur les prix des drones, vont aussi après calculer le prix par kilomètre pour déplacement. C'est ce que je crois. Et aussi par, bon, c'est comme toujours, hein, c'est la demande et combien de voyages sont disponibles et c'est un peu comme ça qu'on fait le prix à la fin. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y a juste une question pour le webinar de la semaine prochaine. Donc, normalement, vous avez déjà reçu des mails de l'ensemble des pôles de compétitivité qui l'ont relayé. Si vous ne les retrouvez pas, vous allez sur les sites de chacun des pôles. Normalement, l'événement est en ligne. Et c'est Pôle Véhicule du Futur qui l'organise, donc il sera sans doute encore plus mis en avant sur le site de Pôle Véhicule du Futur. Et au besoin, je vous redonnerai le lien lorsque je vous enverrai le lien pour la vidéo de ce webinaire. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, mais je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc juste pour information, demain, le pôle Moveo organise un autre webinaire sur le sujet des appels à projets PIAV, concours d'innovation et EIC Accélérateur Green Deal, donc appel de la Commission européenne. Pareil, de 12h30 à 13h30, et donc vous y êtes les bienvenus si vous n'êtes pas encore inscrits. Là, c'est pareil, vous trouverez les informations de connexion sur notre site. Et donc, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et nous remercions tout particulièrement Stéphanie pour cette présentation. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.